lundi 16 juin. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. C'était week-end de course au Canada, plus précisément à Montréal. Donc, au cours des prochaines minutes, on vous propose un retour sur le week-end de course. Mais avant de débuter avec la journée de samedi, permettez-moi de vous rappeler que le F1 Podcast, qui est une présentation de Décœur Incorporé, une entreprise québécoise leader dans le domaine des escaliers, que ce soit pour avoir leur service pour en construire une nouvelle ou acheter du matériel pour en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire. Décœur Incorporé vous trouveront des solutions en vous donnant un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Il y a aussi l'entreprise Label Haie, qui ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des haies, mais aussi des arbres, que ce soit pour les couper, les entretenir ou les rendre plus sécuritaires. Leurs experts vous trouveront des solutions et ils vous invitent d'ailleurs à visiter leur tout nouveau site Internet. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Ah, Martin, déjà une autre édition qui vient de se terminer. Je suis déjà nostalgique de cette année 2025. Ah, c'est drôle que tu me dis ça parce que c'est le même sentiment que j'ai à toutes les fois que ça finit. Comme quand on termine Ouais. des Jeux olympiques ou des affaires comme ça, je sais pas. Toutes Mhm. les fois qu'il y a quelque chose qui finit, puis quand c'est un événement encore plus près là, à Montréal comme ça, c'est ça, je me sens toujours un peu Mhm. triste. Ah, ça a passé vite. On attend toute l'année d'arriver au Grand Prix à Montréal, puis là, après ça, ben, quand ça se termine, t'es un peu déçu. Mais je dirais que dans l'ensemble, là, c'était tout un week-end. Je sais pas pour toi, là, mais moi, je peux te dire que je Mhm. vais bien dormir ce soir. Oui, ça a été un week-end assez chargé. Beaucoup de gens sur le circuit Gilles Villeneuve durant les 3 jours. On a eu la chance d'y assister, Martin. J'ai rarement vu autant de gens présents autour du circuit pour assister soit à la journée du vendredi, du samedi et même du dimanche, là, mais le vendredi notamment, c'était assez plein. Ben, je serais pas surpris qu'on ait battu des records. On en bat à chaque année. Mhm. J'ai vu, comme tu dis, il y avait du monde. Il y avait du monde. On a eu la chance de se voir, d'être ensemble. Vendredi, Mhm. on a profité de la journée. C'était super le fun. J'étais content de te voir d'ailleurs, tout ça, d'avoir la Mhm. chance d'aller faire un tour au bar Heineken, où il y avait Mhm. la bière coulait à flot, puis il y avait de la musique, pas à peu près, de la misère à s'entendre. Mais il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. Il y avait énormément de monde qui se sont déplacés là. Tu t'as attiré ça à mon attention, puis c'était la même chose que j'avais remarqué aussi, mais j'étais content que tu m'en parles parce que, tu sais, on est deux à l'avoir vu, mais à quel point il y avait des femmes, à quel point il y avait de tous Oui, âges, que ce soit des jeunes femmes, des madames, des demoiselles, il y en avait partout, puis qui étaient là vraiment passionnés de Formule 1, là. Puis, tu sais, je veux pas dire ça de façon méchante ou rien, mais c'était pas simplement pour accompagner quelqu'un au Grand Prix. C'était des gens qui voulaient être là, des femmes qui étaient là pour soit encourager leur équipe, encourager leur pilote. Est-ce que l'effet F1 Academy s'est fait ressentir là-dedans? J'imagine que oui, mais faut pas négliger non plus que depuis déjà plusieurs saisons, depuis Drive to Survive, tout ça, on voit vraiment que la gente féminine s'intéresse au sport automobile, à la Formule 1, puis j'ai trouvé que c'est encore plus présent cette année. Toi aussi, tu as vu la même chose, là. oui, et tant mieux. Tant mieux, je suis content parce que ça donne un visage différent, si je peux dire, parce que c'est le fun de voir des nouveaux points de vue, des nouveaux avis et tout. Je parlais à plusieurs personnes et c'est le fun d'entendre des points de vue parce que souvent, on parle, on s'entendait qu'auparavant, Martin, c'était un milieu qui était plus masculin. Oui. C'est un milieu où c'était les hommes qui étaient là en grande majorité. Et après ça, ben, on parle avec des femmes, puis c'est le fun d'entendre leur point de vue, c'est le fun d'entendre qu'est-ce qu'elles préfèrent, qu'est-ce qu'elles aiment moins, comment est-ce qu'elles apprécient le développement, la popularité du sport. Moi, je trouve ça intéressant. C'est ça. C'est sûr que la F1 Academy y est pour quelque chose aussi. Drive to Survive, la série Netflix également. On va pas se le cacher. Mais bravo et je suis content que ça intéresse les femmes de plus en plus. C'est vraiment le fun. En mission accomplie autant aux organisateurs qu'à la Mhm. F1. Lorsque Ouais. tu réussis à attirer un nouveau public comme ça, comme tu dis, ça vient diversifier le public, mais ça vient Mhm. aussi ouvrir des conversations qui sont différentes. Moi, j'ai eu la chance d'être avec énormément d'Américains tout au long du week-end, la chance d'échanger avec des gens que j'ai
tu sais, de voir leur point de vue, eux autres, sur la course automobile, qui ont commencé à s'intéresser à ça. À quel moment? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est nouveau? Et puis, la personne avec qui j'ai eu les meilleures conversations, à part toi, bien sûr, ne prends-les pas personnels, que j'ai eu les meilleures conversations, point de vue F1, c'est une dame qui était là avec son père, qui vient de Syracuse à New York. Je serais très surpris qu'elle nous écoute parce qu'elle ne parlait pas français, à moins qu'elle ait bien joué son jeu, là. Mais les conversations étaient tellement bonnes. Je l'aurais quasiment invitée au podcast, jaser avec nous autres, tellement qu'elle avait des bons points de vue. À un moment donné, je lui ai demandé de construire une équipe parce qu'elle n'était pas capable de me dire c'était qui son pilote favori. Fait que je suis allé d'un autre, tu me connais, hein? L'expérience de podcaster nous emmène à avoir des petits trucs lorsqu'on veut tirer des réponses. Fait que j'y ai posé la question différemment. J'ai dit, ah ben d'abord, si tu avais une écurie de Formule 1 à faire, ça serait qui tes deux pilotes? Là, elle a trouvé ça drôle, elle a compris. Finalement, elle a monté sa petite équipe tout au long de la journée. Là, elle est en train de penser à ça. Puis là, quand je le recroisais, elle me dit, ah, mais là, j'y vais avec lui, puis ça serait ça mes pilotes, puis tout ça. C'était super intéressant. Je voyais que c'est vraiment quelqu'un qui s'intéressait à la Formule 1, puis qui avait des très bonnes connaissances du sport. Donc, en tout cas, j'en ai eu plusieurs conversations comme ça, là, mais c'est celle-là en particulier. Puis, elle est très intéressée à la F1 Academy aussi. Elle connaissait les pilotes, connaissait les filles, les écuries, elle connaissait les enjeux aussi, c'est quoi Mhm. les voitures. Encore là, elle n'avait pas écouté la série Netflix, donc on peut pas attribuer que c'était juste en lien avec la série Netflix, mais plusieurs personnes, eux, m'ont mentionné que la F1 Academy, ce qui avait piqué leur curiosité, c'est vraiment le coup de pouce là, qui a été donné là, au Grand Prix de Montréal, que Netflix a décidé de sortir cette série-là quelques semaines, pour voir quelques jours avant le Grand Prix. Ça a été énormément écouté, c'est retrouvé dans le top 10 des séries les plus écoutées sur cette plateforme-là. Donc, un succès de tous les côtés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont volé le spectacle? Parce que là, je veux pas tout de suite sauter dans le Grand Prix de dimanche, mais à part la qualification là, des F1, la F1 Mhm. Academy a carrément volé le spectacle, là. C'était très intéressant. J'ai beaucoup Ouais, aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est le fun de voir une série comme celle-là avec des monoplaces similaires à F4 qu'on a vu, Martin, là, sur le circuit G9. C'est le fun. On a des oui, bonnes vitesses, des belles batailles partout, un beau son. Moi, j'ai bien aimé le son de ces monoplaces-là. Je ne sais pas oui. pour toi, mais j'ai trouvé ça avait du mordant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Des belles luttes en piste entre les demoiselles. J'ai eu la chance ou on dirait peut-être pas la chance de voir un accrochage où j'étais positionné dans la première course, Martin. Mais c'est ce qui est arrivé dans la F1 Academy. Il y a une voiture qui est sortie par la zone d'échappatoire et lorsqu'elle est revenue sur la piste, ben là, il y a eu contact juste devant moi. Donc, ça a été un moment assez spectaculaire, mais en toute somme, la course a quand même été bonne. On a vu des belles performances. Ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis ça nous fait rêver un petit peu, se demander quel genre de spectacle on pourrait avoir en F1 si on était capable de réduire les voitures. On le voit là, lorsque les voitures sont plus petites, plus Mhm. agiles, c'est sûr que c'est pas la même puissance. On parle en bas de 200 chevaux. Sauf que le spectacle, le fait qu'on peut rouler à peu près deux de large, même voire trois de large, Mhm. ça vient changer la dynamique, ça vient donner plus. Les pilotes peuvent se permettre d'être plus agressifs. Donc, en tout cas, moi, ça m'a juste fait réouvrir les conversations qu'on savait déjà de dire si on pouvait réduire les voitures de F1, puis Mhm. les garder autant sécuritaires, bien sûr, sans compromettre la sécurité, mais je pense que la technologie s'en va dans ce sens-là. Puis on pourrait avoir des spectacles en piste qui ressemblent un peu à ce qu'on a pu voir du côté de la F1 Academy. C'est sûr que la puissance, c'est toujours intéressant, mais Mhm. on l'a vu là, que tu n'es pas obligé d'avoir des nécessairement 500, 600 chevaux pour avoir un spectacle ou susciter l'intérêt des gens qui étaient sur place. Mais encore là, j'en profite pour dire bravo aux organisateurs, bravo aux personnes qui se sont acharnés au projet puis à décider de faire un bel événement. Pour moi, c'est une réussite. Il y a toujours peut-être des petits aspects négatifs qui vont sortir. Il y a toujours des gens qui vont essayer de gratter, mais à comparer de 2024, là, il n'y a rien à voir avec ça. Non. 2025 était Non. vraiment accompli. Tu as été sur le site à plusieurs moments au cours du week-end. La même chose pour moi, je me suis déplacé beaucoup. Tu as eu la chance de voir des événements aussi dans le centre-ville. Je vais en venir d'ailleurs mercredi. Tu as fait une Mhm. rencontre intéressante. Il y avait déjà des vedettes qui étaient arrivées à Montréal. Il y avait déjà Mhm. des pilotes qui étaient là, qui avaient leur petit événement personnel. Donc, si tu veux nous raconter ça vite, vite, là, qu'est-ce que tu as fait mercredi soir? D'abord, mercredi soir, j'ai eu la chance d'assister au lancement du vin Iana. C'est un Shiraz de Valtteri Bottas qui lançait son vin au Canada, qui l'importait pour la première fois au Canada.
Donc, c'était au Ritz-Carlton, donc un hôtel très connu à Montréal où les pilotes logent beaucoup. Donc, on a pu déguster. Moi, je te dirais peut-être une trentaine, voire 40 personnes, Martin, là, qu'on était ensemble, un moment privilégié avec Valtteri Bottas, découvrir ses produits. Donc, très bon, soit dit en passant. On n'est pas dans un cours de dégustation de vin, mais j'ai trouvé ça bien bon avec les petits hors-d'œuvre du Ritz-Carlton qui sont, ma foi, vraiment succulents. Et donc, un beau petit moment. Valtteri a pu en profiter pour partager son expérience de sa passion pour le vin, échanger avec nous. Très sympathique, très terre à terre. Le Valtteri Bottas qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le même. C'est le même qu'en vrai, là. Il y a pas de demi-mesure. C'est le même gars. Il joue pas une autre carte. Donc, vraiment sympathique. Il a pu signer ma copie. J'étais très enchanté. Et un gars bien aimable. Très terre à terre. Ah, ben, une belle rencontre. Puis en plus, il y a eu une belle photo qui a été prise de ça. Tu as Ouais. immortalisé le moment. Tu avais ton livre en main, la Formule Mhm. 1 au circuit Gilles Villeneuve. Mhm. Valtteri était là tout souriant. Ben, je suis bien content que tu aies eu une super belle soirée. C'est le fun. Ma petite question, là, moi, je suis loin d'être un Mhm. grand connaisseur de vin. J'aime le vin Mhm. rouge, mais je suis vraiment point d'être un expert. C'est-tu considéré un vin finlandais? Parce que normalement, Shiraz, c'est australien. Est-ce qu'il a fait un vin australien ou c'est un vin finlandais ou tu le sais pas? Oui, c'est un vin australien, donc OK. c'est vraiment de l'Australie. Donc, dans la région, c'est drôle qu'on le dit, dans l'Australie du Sud, la région de McLaren Vale. Ah, Donc, ben. oui, exactement. Donc, voilà, c'est un vin australien, soit dit en passant, très bon. C'est sûr que ils sont pas disponibles à la Société des alcools du Québec sur le moment. Je veux pas dire de Non, c'est ça, on n'a spoiler, pas. comme on dit, là, mais pour dire que peut-être, éventuellement, on verra. Je veux pas lancer de rumeurs et tout. Mais c'est ça. Je veux dire, un très bon vin. Si ça arrive, profitez-en, dégustez-le. Il est très bon. Bon, ben parfait. Fait que c'est ça. Fait que ça débutait ton week-end de course. Moi, de mon Mhm. côté, j'ai participé à plusieurs événements. Je me suis déplacé pour, bien sûr, voir les essais libres, aller voir des gens. Mais ce qui m'a causé beaucoup de problèmes, moi, c'est que la technologie ne voulait pas coopérer avec moi du tout, du tout. On a eu une Mhm. panne Google qui a fait tomber Spotify. Donc, j'ai énormément de difficultés à sortir le fabuleux balado que j'avais enregistré avec nos Mhm. collaborateurs. Jean-Christophe, collaborateur, qui était là, Pascal Loyer-Durand, qui était sur place, François Goulet aussi. Disons que vendredi, ça a été le chaos là, pour essayer de sortir ça vendredi matin, Mhm. me rendre au circuit. Après ça, heureusement, ça a bien été, mais j'ai pu au moins donner ça à nos auditeurs qui ont été très patients. Ça n'a pas affecté non plus nos écoutes. Là. On a Mhm. tellement des auditeurs qui nous écoutent religieusement et je les remercie d'ailleurs. Là. Donc, si ça a causé des petits problèmes parce que c'était pas là le vendredi matin, je m'en excuse. Puis là, après ça, dimanche, je décide de regarder ça de chez moi parce que je trouve que pour le Grand Prix, c'est plus facile d'offrir une couverture complète lorsqu'on regarde ça de la maison. Mais là, c'est Vidéotron qui a tombé en panne d'Internet et de télévision. Donc, j'étais chez moi à la maison, pas de télé, pas d'Internet. Le plus gros week-end de l'année de Formule 1 au Québec, au Canada. Quand la course est à Azerbaïdjan, à des milliers de kilomètres, ben, je suis capable de la regarder. Là, elle est pratiquement au coin de chez nous, puis là, je ne l'ai pas. J'ai pas de téléviseur, j'ai rien. Donc, merci à ma sœur et à son chum, puis à ses deux enfants, mon neveu et ma nièce, qui m'ont accueilli. Eux autres étaient bien contents. Là. Je peux te dire que mon neveu était Mhm. très content d'écouter la Formule 1 avec son mononcle. Là. J'essayais d'être un peu plus attentif et pas me faire déranger. Mais c'était le fun. Disons que c'était une dynamique différente. Pour un gars qui est habitué de regarder ça seul, de se concentrer, de regarder tout ce qui se passe, les aspects stratégiques, toutes ces affaires-là. Disons que c'était une autre dynamique, mais c'était quand même Mhm. très, très le fun, très plaisant de regarder ça. Mais heureusement qu'il était là pour m'accueillir parce que sinon, j'étais un peu dans le trouble. Il aurait fallu que je me tourne vers un bar sportif ou quelque chose comme ça. Ou partir tout simplement vers le circuit et essayer de me procurer des billets pour le voir en personne. Mais c'est pas toujours l'idéal lorsqu'on veut essayer de couvrir tous les événements. Tu es d'accord avec ça, toi aussi, tu as la chance d'être là souvent, puis c'est pas facile de tout voir lorsqu'on est sur place, mais le côté émotion, on le ressent beaucoup plus quand on est là. Tout ça pour dire qualification, ça m'a pas surpris. Les séances de qualification à Montréal, normalement, ben, je dirais que maintenant c'est partout là, avec la parité. Toutes les séances sont compétitives, mais celle-là, elle a été très intéressante. Une des meilleures de la saison que nous avons eue. Oui, vraiment très intéressante et je te dirais, Martin, ça ne déçoit pas. Comme tu dis, moi j'y assiste, c'était ma 25e édition et je suis toujours aussi fébrile à chaque fois que ça commence. J'en ai des frissons. Donc, on va y aller à tout seigneur, tout honneur. Monsieur George Russell, pole position, une 10 899 qui signe une deuxième pole
consécutives à Montréal avec un tour formidable. Donc, ça lui donne sa sixième pole en carrière. Donc, autant que Carlos Sainz et quelques champions du monde, notamment les Fittipaldi, Alan Jones, Phil Hill notamment. Donc, Mercedes très performante ici au Canada, qui apportait des évolutions qui ont porté fruit. Russell, que j'ai toujours vu à l'aise, autant en essai qu'en qualification, où j'étais positionné au virage 9, il amenait beaucoup de vitesse avec une bonne stabilité à bord de sa voiture. Donc, cela dit, première pole de Mercedes cette saison, hormis celle en sprint de Antonelli à Miami. Mais parlons-en des améliorations qui ont été apportées par Mercedes, parce que lorsque ça porte fruit, c'est intéressant. Vendredi, on avait une dynamique différente au F1 Podcast. On avait enregistré l'épisode jeudi soir pour être sûr que, justement, donner le contenu le plus rapidement à nos auditeurs. Finalement, la panne Google, Spotify avait décidé autrement. Ça a un peu gâché les plans. Mais j'ai pas fourni les améliorations pour le week-end. On avait parlé de Red Bull qui apportait quelque chose, mais on n'avait pas encore tous les documents de la FIA. J'avais pas pu analyser tout ça. Pour ce qui est de Mercedes, c'est qu'on a décidé de retourner avec la suspension de configuration qu'on avait préparée pour Imola, pour le Grand Prix d'Imola en Italie. Et à ce moment-là, on avait décidé de la laisser de côté par après, sûrement peut-être qu'on n'avait pas, ça n'avait pas été concluant ou qu'on pensait que c'était peut-être, ça se prêtait moins bien au jeu pour d'autres circuits. Et à Montréal, on a décidé de ramener cette suspension-là. Une suspension qui est inspirée de ce qu'on voit du côté de McLaren. Donc, on veut faire ça du côté de Mercedes. Ce qui est intéressant du côté des flèches d'argent, c'est comme on utilise la même motorisation que McLaren se Mhm. procure un moteur Mercedes, bien, on a justement cette latitude-là de faire une géométrie de suspension qui ressemble à McLaren, puisque côté boîte de vitesse, côté moteur, eh bien, c'est pareil. Fait qu'on peut adapter notre suspension et avoir vraiment des similitudes avec du côté de McLaren, ce que Red Bull, par exemple, ou Ferrari ne pourrait pas nécessairement faire, puisque on n'utilise pas la même motorisation ou la même boîte de vitesse. Donc, les éléments sont différents, leur positionnement, leur grosseur, les dimensions. Donc, tout ça, ça fait que on a le beau jeu du côté de Mercedes, autant qu'on est l'écurie qui fournit McLaren, que c'est notre client, ben, on peut s'inspirer des fois de ce que les autres font bien aussi pour essayer de l'adapter à notre voiture. Ce n'est qu'un court échantillon, mais quand même, le résultat a été bon tout au long du week-end du côté de Mercedes. On a vu Russell être compétitif, être capable d'aller saisir la pole. À un moment donné, je me suis demandé si on n'aurait pas une forme d'égalité, comme on avait eu l'année d'avant. Ça aurait été Mhm. tout un scénario, mais c'était très serré. Là. Tu te rappelles, là, vers la fin de la Q3, là, ce qui séparait, c'était des poussières. Là. Puis c'était Ouais. plusieurs écuries différentes qui étaient capables d'inscrire des temps plus compétitifs l'un l'autre. Donc, c'est vraiment, jusqu'à la fin, là, c'était possible, c'était ouvert à n'importe qui. Verstappen a passé le fil d'arrivée, a eu la pole position. Puis évidemment, c'est Russell qui a passé tout de suite après lui, puis qui est allé lui ravir. Les McLaren, on les a pas vraiment vus. Euh, Ouais, en qualification, on se doutait à un moment donné, mais c'était pas la même puissance qu'ailleurs au cours du circuit. Là, on voyait que, disons, qu'il était prenable, si tu me permets Ouais. l'expression. Là, Mhm. c'est que l'équipe Orange Papaye était battable là, en qualification. C'est ce qui est arrivé. La situation était particulière. Piastri semblait se chercher. Même j'écoutais les commentaires de Nico Rosberg avant la séance de qualification, puis il disait, ah, c'est fini pour Piastri, il est tellement loin en essai libre qu'il ne pourra pas récupérer ça quand les qualifications vont commencer. Donc pour lui, il le mettait c'était impossible qu'il prenne la pole position. Finalement, il a eu raison, Nico Rosberg. Piastri n'a pas eu la pole, mais a quand même réussi à être troisième. La surprise de la journée, je te dirais, c'est que Norris n'était pas devant lui, parce que Norris Mhm. était beaucoup plus en confiance tout au long du week-end. Même moi, à un moment donné, j'ai dit c'est le Lando de Monaco. Le Lando qui semblait rien qui ne peut le déranger, en plein contrôle de ses moyens. Je trouvais que c'est vraiment mon argent, si j'avais à choisir là, après les essais libres, après la journée de vendredi, Mhm. et puis même la troisième séance, mon argent allait probablement sur Lando Norris. Je sais pas de ton côté. Puis finalement, ben écoute, on va prendre la bonne expression, il a choqué. Encore une fois, Ouais. quand que c'est le temps de livrer la marchandise, pas capable de livrer. Je vois pas d'autre chose que, encore une fois, une défaillance au niveau mental. C'est pas le talent qui le lâche, c'est plus fort que lui, la pression l'étouffe, puis il fait plusieurs erreurs. Là, à un moment donné, il y a un bout de temps on se demandait s'il allait pas partir dixième, mais lorsqu'on voit une, une McLaren et lorsque tu te bats pour un championnat, puis tu te qualifies septième derrière une Aston Martin comme Alonso, là, autant qu'on a du respect pour le talent d'Alonso, c'est tout un échec là, pour Norris. Là. Ouais. Et Martin, j'ai écouté les communications radio avec son ingénieur.
Il semblait être devenu un coach de développement personnel pour Lando Norris. Ouais. C'est blague à part, là. Il semblait parti pour signer la pole à un moment donné. Euh, je me suis dit, bon, Norris va le faire parce que Piastri semble pas dans le coup. Donc, parfait. C'est l'occasion idéale pour Norris de signer le meilleur temps, de faire ses preuves et de se dire, parfait, je prends l'avantage. Et lorsque ça compte, le plus, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas à mettre bout à bout. Oui, il est déjà parvenu cette année, mais dans l'optique de ton coéquipier qui semble pas être en mesure de signer le premier chrono, tu te dois de l'assommer et de t'imposer. Et Norris n'y est pas parvenu et c'est seulement une septième position sur la grille, comme tu as mentionné. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que on apportait des améliorations, mais améliorations dans le type que on avait un nouvel aileron avant. L'aileron n'a pas fonctionné ou n'a pas livré ce qu'on voulait. On le sait, modification sur l'hyper-flexibilité des ailerons qui avait débuté dans le cas de McLaren pour eux. C'est du côté de Imola qu'on avait déjà fait ces modifications-là pour rencontrer les nouvelles exigences de la FIA. Là, on a décidé d'aller avec une évolution un peu différente de cet aileron avant-là. On a décidé qu'on la voulait pas sur nos voitures. Donc, après les essais, on a décidé de pas poursuivre avec ça. Ça veut pas dire qu'on les ramènera pas ailleurs, mais Mhm. on a décidé qu'à Montréal, ça se prêtait pas. Ensuite, suspension. On a une nouvelle suspension pour aller avec la géométrie justement de la nouvelle aileron qu'on a fait là, à Imola là, avec l'hyperflexibilité. Ça a changé quelque chose dans notre géométrie, dans tout ce qu'on a besoin pour notre effet de sol, notre aérodynamisme. Ben, à ce moment-là, on a décidé que cette suspension-là qu'on avait apportée, il y a juste Lando Norris qui l'a gardé. Piastri l'a pas voulu. Qu'on le voit, là, on se grattait la tête tout au long du week-end du côté de l'équipe qui mène présentement le championnat constructeur. On a essayé de trouver des évolutions, mais aussi trouver des solutions à ça. C'est la première fois depuis longtemps, la première fois depuis le début de l'année que j'ai vu McLaren se chercher autant lors des essais libres. Je ne sais pas pour toi si ça a attiré ton attention aussi, mais quand même qu'on on a réussi à s'organiser. Mais c'est peut-être les premiers signes. L'échantillon est encore trop petit. Là. C'est peut-être les premiers signes qu'il y a peut-être sont peut-être un peu affectés là, par cette nouvelle réglementation-là sur l'aileron hyper flexible. Il y en a qui avaient été très, très rapides après simplement une course, de commencer à dire Ah, ça n'a rien changé, finalement, ça n'aura pas d'impact. Nous, ici, au F1 Podcast, on le dit, il faut être patient, il faut regarder. Un circuit comme Montréal était beaucoup plus représentatif de ça, si ça pouvait leur donner des ennuis. Et je te dirais que ça va être encore plus représentatif du côté de l'Autriche dans quelques semaines, lorsqu'on va se rendre du côté du Red Bull Ring. De là, on va pouvoir avoir une meilleure idée de savoir si ça les affecte. Et si on voit McLaren encore faire des tests, essayer d'ajuster, bien, ça va nous ajouter un peu à ce qu'on dit, là, de voir qu'ils sont un peu déstabilisés par ça présentement et ils cherchent à trouver les solutions. Du moins, Piastri, lui, a décidé d'opter pour la vieille suspension et ça a porté fruit. Il a quand même réussi à se qualifier troisième et résister à la pression, ce qui n'a pas été le cas pour Norris. Un qui résiste à la pression depuis le début de la saison, bien, il se devait de mieux faire. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui-même qui le disait. Et il trouvait que ses trois derniers Grands Prix avaient été très difficiles. C'est le jeune Kimi Antonelli qui réussit à se qualifier quatrième avec sa Mercedes. Encore là, bien content de le voir bien performer sur notre Grand Prix national, de voir le jeune Italien qui était là pour la première fois en plus, hein, il fait partie Mhm. des Ouais. 6 pilotes, les 6 recrues qui ne connaissent pas le circuit. Donc, de bien faire comme ça, être quatrième lorsque tu es contre l'élite puis tu sais pas où ce que tu es, vraiment, tu n'as pas tes points de repère encore sur un circuit aussi complexe que celui de Montréal. Vraiment, chapeau au jeune Antonelli. Là. Oui, vraiment une belle performance. C'est pas un circuit facile pour les jeunes pilotes et Antonelli a réussi à bien construire son week-end pour parvenir à ça ici au quatrième rang. Ça va lui faire du bien parce que c'était compliqué un petit peu dernièrement, Martin. C'est un circuit qui est bosselé, c'est un circuit qui demande du temps d'adaptation parce que c'est pas un circuit où on roule toute l'année. Il y a beaucoup de circuits, admettons, en Europe, où on roule continuellement, si je peux dire. Et à Montréal, ben c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, la piste, elle est poussiéreuse. Plus on va rouler au fur et à mesure de la fin de semaine, mais plus les conditions vont s'améliorer. Donc, de bien réussir à faire ça de la part d'Antonelli, en essai, on voyait qu'il commençait à se familiariser, tranquillement, pas vite, prenait son rythme, tranquillement, et puis après ça, réussir à bien se qualifier sur un circuit comme ça, à sa première présence, chapeau, parfait, super bien joué de la part de Kimi Antonelli. Un qui n'était pas à ses premiers tours du circuit Gilles Villeneuve, c'est Lewis Hamilton, qui est le Mhm. pilote actif le plus titré à Montréal. On se rappellera plus particulièrement sa première victoire à sa première saison en F1, celle de 2007 où il avait remporté ce Grand Prix-là. Je m'attendais peut-être à plus de lui.
Mais de le voir surqualifier Charles Leclerc qui a eu des ennuis, et on va en parler là, de Charles, s'est tiré dans le pied dès la première journée. Mais Lewis Hamilton, quand même, on peut prendre ça du côté positif. Est-ce qu'on prend du positif le fait qu'il bat Charles Leclerc, mais quand même, il se retrouve derrière Antonelli qui est dans son ancienne voiture. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion de ça du côté Ouais. de Lewis Hamilton? Ben, écoute, je te dirais qu'il y avait, déjà en partant, il y avait énormément de supporters. Ça, je peux te le dire, Oui, Martin. oui, oui. Ça, à chaque fois que Lewis Hamilton passait devant où j'étais, j'entendais la foule crier, l'encourager. Ça, c'est un boost de confiance. Ça, c'est vraiment bon pour le pilote. Cinquième, réussi enfin à se positionner devant Leclerc en qualification. Donc, ça, c'est une réussite comme on peut mentionner, parce que c'était pas toujours facile jusqu'à maintenant. Donc, très, très apprécié du public ici à Hamilton. C'est bien débrouillé dans l'ensemble. C'est une piste où il est à l'aise, généralement. Donc, c'est sûr qu'avec une écurie dont l'assimilation avec la voiture est encore délicate, c'est un résultat honnête. Je suis content pour lui. Euh, encore là, il fallait livrer la marchandise le dimanche, mais pour le samedi, c'est un pas dans la bonne direction. Ouais, vraiment dans la bonne direction lorsqu'on regarde ça. Moi, je trouve que c'est ça. On prend, quand on a une saison, encore là, difficile, il faut faire attention. Sur certains points de vue, le monde va regarder son classement, ses points, va dire, ah, c'est pas si difficile que ça. C'est difficile quand tu es un pilote de la trempe de Lewis Hamilton, puis t'es pas capable de performer week-end après week-end, que tu termines après 2 minutes derrière le top 4 à Monaco. Il y a toujours quelque chose à chaque week-end qui vient un peu compliquer ça. Là, tu vois Charles, qui a l'air d'être en confiance, mais fait une erreur en séance d'essai libre. Là, tu vois Lewis qui rattrape un peu les pots cassés de Ferrari parce que là, c'est lui qui a fait le développement. Là. C'est lui qui a Mhm. fait des programmes de développement en double. C'est une dynamique que des fois les gens ne comprennent pas ou c'est juste quelque chose qu'on porte pas attention. Mais dans les journées de vendredi, on a deux voitures pour recueillir des données. Et ces données-là vont être envoyées en Angleterre. On va les travailler, puis on va essayer de trouver des solutions pour la séance, la troisième séance, et pour les qualifications. Mais lorsque tu as une voiture qui frappe le mur aussitôt dans la journée et qui ne peut pas participer à la deuxième séance à cause de ça. Donc, on enlève une voiture pendant les deux premières séances de la journée. On se retrouve à seulement Lewis Hamilton pour faire tout le travail de développement. J'ai le goût de dire quand même bravo là, à Lewis de ça. Là, quand même, Mhm. il a gardé l'écurie sur ses épaules parce que Charles a fait une erreur. Moi, je vais dire de débutant. Peut-être que je suis trop sévère, mais je trouve que Charles Leclerc, t'as quoi? 8 saisons en Formule 1. Puis tu t'en vas scraper ton char ou Mhm. frapper Ouais. le mur dans la première séance de la journée sur un circuit que Kevin Fontaine le sait, Martin Simon le sait, c'est un circuit qui est sale. On peut dire sale ou propre, mais dans le sens que n'est pas utilisé. C'est un circuit, bravo qu'on avait des séries de soutien pour aider un peu, mais ça te donne rien là, d'aller frapper le mur dans la première séance de ses libres. Pourquoi tu fais ça? Comme il avait fait il y a quelques années à Azerbaïdjan, la même affaire, un autre endroit aussi où ce que tu dois prendre un certain temps. La piste va évoluer tout au long du week-end. Tu es juste là pour un tour de reconnaissance dans la EL1, aller voir tes points de repère, mais ou surtout aider à nettoyer la piste, la rendre plus gommeuse pour après ça commencer à monter en vitesse et prendre ta confiance. Je sais pas de ton côté, là, mais moi, Charles Leclerc, j'étais vraiment déçu de lui là, après cette séance-là. Là. Ouais, ben, écoute, même lui, Martin l'a reconnu. Il a dit, j'ai fait une erreur. Il l'a avoué, c'est de ma faute. J'aurais probablement dû continuer de tirer tout droit, freiner, mettre ça tranquillement Oui. à reculons et après ça, revenir sur la piste en bonne et due forme. Mais bon, malheureusement, la roue avant droite a bloqué, passé dans le gazon et trop près du muret de pneus ou les Tech Pro. Je ne me souviens plus. Après ça, bang, c'est déjà terminé. Ça s'en va. Presque percuter le mur de l'autre côté. Donc, dommage pour Leclerc. Et en plus, c'est dommage parce que en plus de ça, Martin, dans la qualification, son dernier tour il a été gêné. Leclerc, Oui. je pense qu'il aurait pu signer un très bon tour. Je le plaçais probablement dans le top 3. En tout cas, du moins de mon avis. Je trouve qu'il avait l'air très à l'aise. Il a mis l'instant de côté après vendredi. Donc ça, déjà, c'est bon signe. On ne reste pas avec cet incident-là dans la tête. On repart à zéro. On lance la machine et on y va. Donc, Leclerc, malheureusement, donc c'est juste une huitième place décevante. Mais bon, c'est malheureusement comme ça sur un petit circuit comme Montréal où il n'y a pas énormément d'espace. Et ben parfois c'est des choses qui arrivent et malheureusement ben il en a payé le prix et c'est Isaac Hadjar qui a été la source de ce problème-là.
Ben vois-tu, moi j'ai trouvé qu'il y a eu le blâme facile sur Hadjar. Je comprends qu'Hadjar l'a gêné, mais Hadjar l'a pas gêné par son positionnement en piste, il l'a gêné parce qu'il a créé de la turbulence à Charles Mhm. Leclerc. Fait que c'est plus encore là, on pourrait se retourner vers le côté du département d'ingénierie de la Scuderia qui l'a peut-être positionné à un mauvais endroit sur le Ouais. circuit Mhm. pour réaliser un tour où ce qu'il se devait de le réussir. Tu sais, il n'y a pas eu de pénalité envers Hadjar, du moins pour celle-là. Là. Hadjar a été pénalisé finalement juste parce qu'il avait vraiment compromis le tour de Carlos Sainz. Mais j'ai trouvé que, tu Mhm. sais, je comprenais qu'il était pas content, il était peut-être frustré, Ouais. Charles, mais je pense pas que Hadjar est la source de tous ses problèmes dans sa qualification. En tout cas, de mon côté, c'est ce que j'ai vu. Sixième pour Alonso. Félicitations à Fernando Alonso. Ouais. Il a dit à quel point qu'il aime ce circuit-là de Montréal. C'est un circuit de pilote, un circuit moteur, un circuit qui demande confiance. Il faut attaquer les vibreurs, il faut avoir énormément d'agressivité. Fernando Alonso, moi, je pense que c'est l'effet Alonso, là, Aston Martin. Là, c'est sûr, c'est dur de se faire une idée avec Lance Stroll qui semble passablement amoché ou en perte de confiance. Puis, tu sais, on ne sait Mhm. pas s'il est complètement rétabli de sa blessure. Donc, c'est dur de vraiment savoir c'est quoi la performance de la Aston Martin, mais je pense pas que c'est une voiture qui devrait être sixième. Je pense pas que c'est une voiture Mhm. qui devrait être devant Lando Norris. C'est sûr que Lando a ses responsabilités là-dedans, mais faut pas enlever que Fernando Alonso a accompli quelque chose, encore démontré tout son talent. C'est au grand bonheur des gens qui étaient là réunis sur place. Donc Fernando Alonso, sixième. Norris, on en a déjà parlé, septième. Huitième pour Leclerc. Neuvième pour Hadjar en qualification. Malheureusement, c'est une pénalité qui est tombée par la suite parce qu'il avait vraiment, là, ça c'était sans aucun doute qu'il avait gêné Carlos Sainz. Malheureusement pour Sainz, quand même qu'on punit Hadjar et qu'on le recule de 3 places sur la grille, ça changeait absolument rien à la journée de Carlos Sainz qui était bousillé. Albon, le coéquipier de Sainz, justement, dixième. Onzième pour Yuki Tsunoda. Tsunoda, là, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Il y a eu des discussions, là, si vous avez entendu dans notre épisode du Entre-deux courses la semaine dernière, on se penchait sur le dossier, là, les gens qui apportent les informations, comme quoi on défavorise Tsunoda du côté de Red Bull. Tu sais, tu comprends, Kevin, là, la bonne vieille cassette qui ressort toujours lorsqu'on peut pas expliquer une Mhm. situation, puis on cherche des portes de sortie faciles de dire que quasiment qu'ils ont dégonflé les pneus du japonais avant une course là, pour aider Verstappen. En tout cas, tu vois d'où est-ce qu'on va en venir avec Ouais. ça. Mais Mhm. Tsunoda, aujourd'hui, là, ben, à Montréal, il y avait les mêmes améliorations. C'était la même voiture que Max Verstappen, mis à part les réglages, mais ça, c'est à lui de choisir. À cause que toutes les évolutions, c'est lui qui les a démolies. Il a tout détruit ses évolutions à Imola, dans sa sortie de piste en Q1. Encore là, c'est pas les mauvaises intentions de Red Bull, mais avec les plafonds budgétaires, on peut pas faire des productions massives de pièces. Lorsque les pilotes ont des évolutions, souvent on veut se dépêcher de leur donner. On veut donner un coup de pouce justement à un pilote qui en arrache. Comme Tsunoda, on lui donne ses évolutions, puis lui, il s'en va les mettre dans le mur, faire des tonneaux, puis tout démolir ça. Donc, le temps qu'on refasse une production, puis qu'on lui redonne, il les a eus sur sa voiture en fin de semaine. Donc, les gens qui voulaient faire une comparaison là, directe là, avec la même voiture, les mêmes informations, les mêmes données, ben, ça donne que Yuki Tsunoda, il passe pas en Q3. Fait qu'encore là, vous avez beau lui donner la même voiture, il sera pas Max Verstappen. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Est-ce que c'est une progression pour lui? C'est dur à dire, mais onzième, je pense que c'est vraiment pas la place qu'on l'attendait, surtout que la porte était grande ouverte, là. Il aurait pu se glisser dans le top 10 puis peut-être aller frapper un gros score, justement, quand que t'as Norris qui est septième. Oui, effectivement. Par contre, j'ai trouvé, en tout cas, sur place où j'ai été à Martin, quand je regardais les voitures passer, je voyais pas. Bon, c'est facile de le dire comme ça, de notre œil comme ça, mais je voyais pas Tsunoda en confiance à bord de sa voiture de la façon dont il attaquait le virage. Non. Moi, je sentais peut-être un pilote qui était pas en confiance, qui avait je pourrais dire un doute, probablement qu'il ne se sentait pas à l'aise nécessairement à 100% dans sa voiture, parce que quand on n'est pas assez en confiance, ben, on va pas assez vite, et quand on est trop en confiance, ben, on se ramasse dans le mur parce qu'on veut trop en faire. Donc, il faut vraiment être à la limite, mais parfait. Et dans le cas de Tsunoda, je voyais pas quelque chose de fascinant en me disant, ben, il va réussir à aller chercher un temps exceptionnel. Non, je voyais pas ça. Il y a deux pilotes, moi, qui m'ont vraiment marqué où j'étais placé, Martin. Max Verstappen, de la façon dont il attaquait les vibreurs, Oui. ça, c'était vraiment, on sait, même notre ami Pascal, qui l'avait déjà mentionné à quel point Verstappen était très agressif sur le circuit Gilles Villeneuve. Et l'autre pilote qui m'a vraiment impressionné, c'est Oliver Berman, Oui. que je voyais vraiment manger le vibreur.
aller vraiment là, frôler le mur plus souvent qu'autrement. Ces deux pilotes-là, vraiment, m'ont donné tout un spectacle de l'angle qu'ils étaient, de la façon qu'ils arrivaient en sortie de virage. Vraiment exceptionnel. Vraiment, ils ont mis toute la gomme, comme on dit. Ben, je comprends exactement ce que tu veux dire parce que moi, j'étais au 8-9, puis je parlais avec mes amis américains, mes amis que je venais de me Mhm. faire. On jouait à un jeu, puis ils trouvaient ça très, très drôle. Le museau de la voiture faisait juste arriver. Là. J'avais pas le temps de voir le boîtier de caméra, un numéro ou le casque. On faisait juste Mhm. voir le museau, je lui disais si c'était Verstappen ou Tsunoda. Puis lui, il en revenait pas. Là. Il pensait que c'était de la magie, mais c'était vraiment pas de la magie. Tu le sais par le son et juste par le freinage. Mhm. Verstappen, c'est pas, t'entends sa voiture décélérer, t'entends quasiment pas les freins, t'entends simplement le caoutchouc qui essaie de mordre dans la salle, puis après ça, il est en train de tourner sa voiture pour monter le vibreur. Juste le positionnement, la façon qu'il arrivait, j'étais capable de dire Verstappen ou Tsunoda à chaque reprise, et c'est pas pour me vanter, mais c'était 100% d'efficacité là-dessus. Puis c'est même pas un don, il n'y a rien de compliqué à ça, c'est juste que ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux Mhm. que Verstappen, il conduit pas la voiture de la même façon. Ensuite, je vais passer ça très rapidement là, parce que le temps nous presse un peu, puis Mhm. je veux quand même qu'on fasse une belle description du Grand Prix et tout ça. Mais un de mes moments de la fin de semaine, Franco Colapinto, qui a réussi à se placer en 12e position, mais surtout à pas frapper aucun mur. J'ai trouvé ça très le fun pour lui. Donc 12e pour Franco Mhm. Colapinto. Première fois qu'il réussit à se qualifier devant Pierre Gasly. Donc, puis il y avait énormément de pression hein, sur lui pour le Ouais. week-end là, qui venait de Flavio Briatore puis d'un peu partout. Nico Hülkenberg, 13e dans sa stack Sauber. Encore là, Nico, il ne nous surprend pas. Ouais. C'est tout un pilote. En plus, il nous a fait un beau 360 au mur des champions. Lando aussi, hein, qui est allé frapper le mur des champions. Peut-être que Lando s'est Oscar, dit, oh, Oscar mais Piastri. Oscar Oscar Piastri. Oh, Piastri. Ouais, excuse-moi, ouais. excuse-moi, oui. Non, c'est correct, c'est Oscar, correct. Oscar Piastri, t'as raison. Puis même, je t'ai même fait le commentaire. D'après moi, Oscar va être champion cette année. Il y a quelqu'un qui a dit, frappe ce mur-là. Ensuite, Oliver Burman, que tu mentionnais à quel point qu'il a été agressif sur le circuit, 14e. Un circuit qu'il Mhm. n'avait jamais été auparavant. Ouais. Donc, c'est encore Mhm. là, on voit le talent. 15e pour Ocon, 16e pour Bortoleto, lui aussi est à sa première présence. 17e pour Sainz, qui a été gêné par Hadjar. Ouais. Stroll, qui a frappé le mur vendredi, il revient d'une blessure. Je sais pas quoi penser de Lance Stroll. Il semble pas tout là. Je pense pas qu'il est rétabli. Non. En tout cas, on va y chercher des excuses, mais quand même, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. De l'autre côté, Liam Lawson, ben, c'était pas facile. C'était vraiment Non. compliqué. Et puis Pierre Gasly, ben, lui aussi, c'était vraiment pas sa journée. Mais si se complète les séances de qualification qui nous ont donné tout un spectacle jusqu'à la fin, hein. Du début à la fin, Mhm. Ouais. on ne pouvait pas savoir. Bien malin, celui qui aurait pu prédire que c'est George Russell qui allait remporter la pole. Et bien malin, qui pouvait se permettre de dire qu'il allait remporter le Grand Prix du dimanche. Et parlons-en de dimanche, on s'en va au dessert de notre week-end à Montréal, le Grand Prix du Canada 2025. Eh bien oui, c'était dimanche qu'avait lieu notre Grand Prix national ici au F1 Podcast, qui est pour une dernière fois en juin, qui m'attriste un peu, qui rajoute Mhm. à l'effet nostalgie que tu mentionnais en début d'épisode. Mais avant qu'on saute dans la journée de dimanche, ben, dans le Grand Prix plus précisément, il y a une nouvelle là, qui a tombé. Nouvelle qui est assez d'envergure dans le domaine de la Formule 1 et qui vient nous montrer un peu que du côté d'Alpine, c'est tout croche pas à peu près parce que à peine 50 minutes, une quarantaine de minutes après qu'on avait donné le départ d'un Grand Prix de Formule 1, d'une épreuve du calendrier du championnat du monde, dont Alpine, Renault en font partie depuis des années. Il me semble qu'on attend un peu de faire attention lorsqu'on veut faire des annonces comme ça. On veut pas enlever quelque chose à l'événement. Ça l'a pas fait, là. C'est pas ça. C'est juste que ça montre un peu à quel point c'est n'importe quoi. Le PDG lui, il décide que c'est terminé ou que c'est fini, mais on l'annonce pendant le Grand Prix. Donc, c'est ça que tu voulais nous faire part un peu, Kevin, de cette nouvelle-là. Ouais, après 5 ans à la tête du groupe Renault, c'est M. Lucas Demeo qui a fait part de sa décision de quitter ses fonctions pour, euh, j'imagine, relever d'autres défis. Donc, une nouvelle assez incroyable C'est parce ça. qu'il T'as y a, il y a pressé, quelque, il y a quelque chose. il était vraiment pressé d'aller faire des nouvelles fonctions. Il dit, Il j'ai même pas le temps d'attendre que la course finisse. il y avait il y avait le feu derrière à quelque part, je ne sais pas, Ouais. mais c'est une grosse nouvelle dans le domaine de la Formule 1 parce que M. Demeo, c'est celui qui a soutenu la continuité de la présence de Renault puis d'Alpine.
et malgré je pourrais dire des dépressions à l'interne pour se retirer. Donc, puis c'est aussi lui, M. Demeo, qui a réussi à ramener Fabio Briatore. Hein? Donc, c'est ça, ça vient de lui. Et je trouve ça un peu, je te dirais, je trouve ça un peu bizarre, un petit peu. Il y a Bon. un terme en québécois qu'on dit cabochon. Oui, c'est cabochon. Que Ah oui, ben oui. c'est, Écoute, c'est le seul mot qui me vient en tête que je me dis, mais comment tu veux faire professionnel, tu veux faire ça en bonne et due forme, de façon claire, nette et précise, trouve le bon moment pour le faire, mais là, tu décides de faire ça en plein milieu d'un Grand Prix. En tout cas, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, c'est peut-être pas la meilleure solution. c'est un week-end de 24 heures du Mans aussi. Je veux pas dire. Oui. Je Ouais. comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se pressait. Puis, tu sais, je sais que c'est du groupe Renault, là. C'est gros. Il y a plusieurs branches à ça. Sauf que tu es au sommet de la pyramide. Tu as présentement un. Tu sais, c'est pour vous donner une idée aux gens, là, euh, pour faire un parallèle avec le hockey ici. Pendant les séries de la LNH, on demande aux équipes de faire attention avec nos annonces. Donc, de pas annoncer la journée d'un match. Laisser vraiment toute l'attention vers le match. Tout le long des séries, on Mhm. fait la même chose, là. Tu pourrais pas annoncer, dire, ah, moi, je vais congédier mon entraîneur, puis je vais annoncer ça 5 minutes avant que la game de hockey, le match numéro 7 ou numéro 6 d'une telle série commence. Tu ne vois pas ça. On fera pas non plus de dire, ben, je vais attendre 5 minutes après la première période, puis moi, je vais annoncer que je congédie mon entraîneur ou que je fais une transaction. On fait attention. On sort les communiqués pendant les journées où il n'y a pas d'activité, là, que ce soit une journée de déplacement ou quoi que ce soit. Donc, on contrôle l'information. Ça, là, c'est pas juste la LNH là, qui invente ce type de procédure-là. C'est juste logique. Lorsque tu as un Grand Prix de F1 qui débute, que tu as deux voitures qui sont présentes qui participent à ça, que tu annonces que tu t'en vas, tu es à la tête de la pyramide, comme je l'ai dit tantôt, là, que ça soit pour réaliser n'importe quel projet, là, je peux pas croire qu'il fallait que ça se règle absolument aujourd'hui, avant 3 heures, parce que sinon, ils perdaient. En tout cas, tu comprends où ce que je veux emmener, Kevin, là? Je pense que le mot cabochon, il n'y en a pas d'autre. Oui, c'est ça, ça montre un peu où ce qu'on s'en va du côté d'Alpine. Est-ce que ça ouvre la porte, comme tu dis, peut-être à une possible vente ou à Mhm. ouvrir des options de négociation qui n'étaient pas présentes avant? Ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines. Est-ce que ça va venir accentuer les rumeurs de l'arrivée de Christian Horner chez Alpine, qu'on trouvait bien drôle, qui a été lancé à plusieurs reprises? En tout cas, je lance ça comme ça parce que ça m'amuse, mais c'est ça. Il y a bien des affaires qui se passent, mais c'est quand même une grosse tête dirigeante qui décide d'aller faire autre chose et on verra aussi les conséquences que ça aura sur son ami, parce que de mémoire, c'est un ami personnel aussi. À Flavio Briatore, c'est pas juste, il a pas juste été le chercher là pour ses compétences, ils sont aussi près l'un de l'autre. Ensuite, ben pour le Grand Prix, c'est correct, là, on a pas passé assez d'attention à ceux qui voulaient justement enlever un peu d'attention de notre fameux Grand Prix national. Eh bien, c'est George Russell qui remporte la course. Ça a été un Grand Prix, là, on va être honnête, on va le dire. Lorsque ça se passe ailleurs et qu'on a des Grands Prix un peu moins intéressants ou avec un peu moins d'action, ben on se gêne pas pour le dire. Je pense qu'on a quand même trouvé notre compte, qu'il y avait un élément stratégique à tout ça. Il y avait à chaque il n'y a pas eu des gros écarts non plus. Il fallait vraiment rester honnête et pas s'endormir parce que il aurait pu arriver n'importe quoi, là, un pilote, une petite erreur et ça aurait pu tout bouleverser, une voiture de sécurité ou quoi que ce soit. Sauf que ça a été un Grand Prix qui n'a pas été nécessairement rempli de rebondissements, mis à part vers la fin. Mais Russell s'était lancé de la première place. Très bon départ. A bien géré aussi la pression que Verstappen lui a mis au début. Mercedes a bien répondu côté stratégique à ce que Red Bull leur présentait lorsqu'on a décidé d'arrêter Verstappen. On a répondu très rapidement et on se devait de le faire parce que sinon on aurait probablement, on s'en serait fait passer une vite par Red Bull, ce qu'on est habitué du côté de l'écurie autrichienne. On est très fort en stratégie, mis à part peut-être le dernier Grand Prix en Espagne où on l'a échappé pas à peu près. Mais j'ai envie de dire un sans faute pour George Russell, probablement une des plus belles performances dans un week-end au complet dans sa carrière. Oui, vraiment, Russell qui a été sans faille et qui a été sensationnel. C'est une belle rédemption parce qu'il avait signé la pole l'année passée, mais il n'avait pas gagné. Donc, une belle victoire pour Russell. C'est déjà sa quatrième victoire. Donc, il égalise Carlos Sainz à ce chapitre. Et c'est également son premier qu'on appelle un tour du chapeau ou en anglais un hat trick, donc c'est-à-dire pole position, meilleur tour et victoire. Donc, bravo à Russell d'avoir réussi cet exploit-là. Donc, oui, bon,
C'est sûr que la course est terminée sous drapeau jaune, mais ça, on va y en revenir, Martin. Mais c'est une victoire, c'est un week-end qui s'est bien concrétisé au final. C'est bon de voir Mercedes revenir à l'avant et revenir, en tout cas du moins au sein de l'écurie mère, sans problème. On sait qu'il y a eu des problèmes ailleurs, mais pour l'écurie, pour les flèches d'argent, terminer l'épreuve et ne pas avoir de pépins mécaniques, ne pas s'être pris dans la stratégie ou dans tel ou tel imbroglio, ça fait plaisir à voir et c'est tant mieux pour George Russell qui mérite fièrement sa victoire. Moi, j'avais mis en garde les gens face à la motorisation Mercedes tout au long du week-end qu'on pouvait rencontrer des ennuis puisque c'était logique de croire ça puisque lors des trois dernières épreuves, on avait eu des problèmes de fiabilité du côté des engins Mercedes et c'était pas simplement spécifique à l'écurie Mercedes elle-même, mais aussi à ses clients. On a probablement eu la même crainte puisqu'on a décidé d'aller avec des nouveaux moteurs autant pour George Russell que Kimi Antonelli. Ce qui vient aider un peu à la puissance. Normalement, on peut aller développer. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de statistiques exactes là-dessus. Des fois, on parle de 2/10 au tour. Des fois, on peut parler sur un circuit comme Montréal qui est assez court, on peut parler de plus ou moins 1/10, mais lorsqu'on a vu à quel point que la pole position s'est jouée de façon très serrée, c'est sûr que ça a donné un bon coup de main aux flèches d'argent et ça a aussi aidé l'élément fiabilité, peut-être l'élément confiance, qu'on n'était pas obligé nécessairement de réduire la puissance de notre moteur sur un circuit comme Montréal où on en a bien besoin. Encore là, ça fait partie de la gestion. Là, tu emmenais l'élément stratégique de tout ça qu'on a bien géré de dire à Montréal, on prend pas de chance, circuit moteur. On va doter nos deux pilotes de nouvelles motorisations sans pénalité puisque c'était permis, c'était dans nos allocations. Mais c'est quelque chose qui est important à savoir, qui peut avoir contribué aux belles performances. Ça et l'élément de la nouvelle suspension arrière qu'on a décidé de réutiliser. Et le fait aussi que c'était pas trop chaud, hein, c'était pas comme en Espagne ou Mhm. quoi que ce soit. Même là, si il y a certains vont me dire, ben moi j'ai des coups de soleil qui prouvent le contraire, et moi aussi j'en suis un de ceux-là. Mais c'était quand même pas des températures comme en Espagne, là. Du côté de Verstappen, ben, il a tout donné, comme il nous habitue normalement le Néerlandais. Et c'est sûr que cette rivalité-là entre lui et George Russell, il n'a pas non plus les points sur son permis pour se permettre de prendre des risques. George l'a rappelé à tout le monde dans son entrevue de samedi qui a quand même dérangé Verstappen. Je pense que disons que ces deux-là, là, autant ils essaient de nous faire croire que tout est réglé, je les inviterai pas dans le même party. Mais Verstappen a très bien fait. Red Bull ont tous essayé. On a mis de la pression. Belle performance du Néerlandais encore une fois. Pour moi, Verstappen, je pense qu'on s'attendait pas à rien de moi. Il a bien répondu après un week-end difficile en Espagne. Oui, c'est bon parce que moi, vois-tu, Martin, je m'attendais peut-être encore une fois, on connaît Verstappen, on sait comment il est, c'est un pilote qui ne lâche rien, mais je m'attendais peut-être à le voir un peu plus agressif au départ. Oui. Je crois qu'il s'est contrôlé ou il s'est fait parler en disant, Max, fais pas de niaiserie, s'il te plaît. Le prochain Grand Prix, c'est en Autriche, on est à la maison, on aimerait ça que tu sois là. On ne veut pas faire Non, non, c'est de certain. niaiserie. Ouais. C'est ça. Donc, probablement qu'on a eu une bonne conversation avec Max. Donc, ça a été tranquille. Max savait ce qu'il avait à faire, c'était de rapporter les points précieux dans son cas à lui. Parce que, bon, on sait que là, il fallait saisir l'opportunité, comme on dit tout le temps, parce que là, Norris était derrière, Piastri était juste derrière, donc il fallait maximiser. Et c'est ce qui a été fait. Verstappen a réussi à rester quand même à distance raisonnable de George Russell, mais j'ai été content dans l'ensemble de Max, ne s'est pas fait larguer. Euh, Belle performance, comme tu as dit. On sait à quoi s'attendre de la part de Verstappen et il a réussi encore à tenir son bout. Donc, bravo pour cette belle deuxième place. Je pense qu'il aurait été un peu plus agressif, ou du moins, il aurait peut-être pu l'être s'il avait eu un meilleur départ. Aussi. George a eu un très bon, Ouais. c'est bien élancé. Mhm. Max, après ça, ça aurait été trop risqué, là. S'il avait voulu de plonger, que ce soit à l'intérieur ou quoi que ce soit, il était trop loin, là. Il pouvait pas Non. se permettre de le faire. J'aurais été curieux de voir si avec un meilleur départ, il aurait été plus agressif. Mais encore là, tu sais, il a bien reconnu la situation, qu'il pouvait pas rien tenter. Il est tout de suite tombé en mode défensif, protéger sa deuxième place et espérer être en mesure de passer Russell dans la grande ligne droite parce que c'est un compromis, hein, qu'on avait fait du côté de Red Bull. Encore une fois, il démontre le talent du quadruple champion du monde de dire, bah, moi, de la pluie
plus aérodynamique, mets-moi-en pas, j'en ai pas besoin de tant que ça. Je veux être rapide dans la ligne Mhm. droite. Pour le reste, je vais compenser. Ça a peut-être mieux un peu sur la préservation des gommes, puisque la voiture, même si ça paraissait pas nécessairement à l'œil, ben, la voiture peut-être qu'elle glissait un peu plus que les autres, devait un peu plus ménager ses pneus. Sauf c'est un compromis qu'on avait fait, puis ça montre encore une fois que il est capable de faire un peu de la magie, là, si on veut, là, de dire, là, avoir quasiment pas d'aéro sur sa voiture, il y en avait quand même, là, vous comprenez ce que je veux en dire, mais le moins possible, moins que les autres, avoir une plus grosse vitesse de pointe dans la ligne droite, parce qu'on peut pas dépasser dans les virages à Montréal de toute façon. Alors, ça donne rien d'avoir nécessairement beaucoup d'appui pour tourner, puisque c'est pas là qu'on peut vraiment gagner des positions. Verstappen, comme on l'a dit, termine sur le podium deuxième. Un qui était un nouveau visage sur le podium, puis on aime toujours ça. Tu le soulignais que Montréal, c'est un endroit de première, un endroit justement, on est dans l'habitude de voir des pilotes qui ne sont pas nécessairement les candidats au début du week-end se retrouver à célébrer avec du champagne à la fin d'une épreuve. Ben, c'est arrivé pour le jeune Kimi Antonelli, vraiment content pour lui. Il a même mené l'épreuve à un certain moment. C'est le fun, hein, de voir ça toujours. Une première comme ça, c'est toujours le fun. Ouais, et la foule aussi a été très chaleureuse Oui. envers Antonelli. C'est typique de Montréal. Écoute, moi, je trouve qu'on, pas pour me vanter, là, mais c'est quand il y a un pilote qui a réussi une première, que ce soit une première victoire, un premier podium, j'ai l'impression qu'on est on est très chaleureux. On aime les Ouais, underdogs. Tu sais, l'expression ouais, anglophone, là, en ouais. français, je sais pas comment on dit ça. Je veux pas dire le chien d'en dessous parce que ça veut absolument rien dire comme traduction, là. On va dire les négligés, peut-être un Ouais, ben petit c'est peu. Ouais. ça. Même si on s'entend, là, tu sais, c'est un talent Ouais. générationnel, mais Ouais. c'est ça. On aime les surprises, on aime ça. Il est tellement attachant, Kimi Antonelli. Ouais. Je sais que t'as pas eu le temps nécessairement d'écouter la série qu'ils ont fait sur Netflix, mais tu peux pas écouter cette série-là. T'as envie de l'adopter, tu sais, t'as envie de l'emmener chez toi puis de dire on va le nourrir, on va l'héberger. Il a Mhm. l'air vraiment gentil. Tu sais, c'est vraiment un fichu de bon gars. Puis là, de le voir, avoir ce succès-là, célébré avec son coéquipier George, avec Max, il Mhm. adore Max. Vous l'avez vu à l'hymne national, il était tout de suite à côté de lui. C'était le fun de les voir sur le podium ensemble, là, de le voir célébrer, autant avec son coéquipier, puis avec bien sûr, Mercedes avait le droit d'apporter, on remporte un titre constructeur, donc on a un employé de Mercedes qui est là avec eux aussi, qui était pas n'importe qui non plus, qui était avec eux autres. Donc c'était le fun, c'était vraiment le fun de voir ça. T'as raison, Montréal pour ça, là, on connaît la dynamique, on sait à quel point les enjeux qui sont représentés, à quel point c'est compliqué d'avoir un premier podium, puis je pense qu'on a fait en sorte que ça soit spécial pour lui aussi. Ouais. Sur une terre, Martin, comme on l'a mentionné en qualification, c'est pas facile. En course non plus. Non C'est un plus. circuit qui est quand même exigeant là, pour les pilotes. Là. C'est exigeant pour la mécanique. Et à la longue, vu que c'est un circuit qui est bosselé, ben, le pilote mange des coups aussi. Là. Donc, il faut qu'on attaque les vibreurs. Et Antonelli a quand même résisté au McLaren en fin d'épreuve. Ça, c'était pas facile. C'est Oui. exactement ce que je m'en allais te dire, c'est qu'il y a quand même eu Oscar Piastri dans ses rétroviseurs toute la course. C'était Mhm. facile de faire une erreur, là. Puis l'orange papaye, ben si c'est pas là, c'est une des couleurs les plus intimidantes présentement en Formule 1. Ouais. Piastri aussi, c'est un pilote qui est redoutable. Donc c'est ça, les conditions n'étaient pas faciles pour Antonelli tout au long. Il n'y a pas eu, c'est pas comme s'il y avait un gros écart qu'il pouvait jouer avec, là. Il n'y avait pas de marge d'erreur. Il a bien répondu. Puis tu sais, je sais que tu mentionnes beaucoup depuis le début le circuit bosselé de Montréal. C'est ça à cause de la hauteur des vibreurs. Mais c'est quand même quelque chose qui a été amélioré là, avec le resurfaçage Ouais. de la saison Ouais. dernière, là. Ouais. On le voit que, tu sais, puis les Mercedes aussi, Toto Wolff ne s'est pas sauvé de cette explication-là de dire ça vient peut-être nous aider aussi parce que sur les circuits qui ont été resurfacés, on a tendance à voir les Mercedes quand même bien performer. Ce qui est Mhm. contraire à ça lorsqu'on a les ondulations, ou ce que c'est un peu bosselé, des endroits comme Austin ou ces choses-là. À ce moment-là, ben, ça vient donner des complications parce on peut pas rouler la voiture aussi basse qu'on le Ouais. voudrait. Mhm. Puis là, on a déjà vu des disqualifications par le passé. En tout cas, il y a tout plein de raisons à travers de ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Le Montréal, c'est quand même le fait qu'on monte sur les vibreurs, c'est ça le Mhm. plus gros qui donne les coups. Puis Antonelli a bien répondu à ça. Piastri, euh, ça a été un bon week-end, là. Il a fait le mieux qu'il pouvait, là. Mais j'ai envie qu'on passe tout de suite à la fin, à la fin de l'épreuve, avec Lando Norris. Je, je, je l'ai regardé plusieurs fois, puis je comprends pas encore ce que Lando voyait que nous autres, on voyait pas. Il y avait pas d'espace là. Alors, C'était flagrant. Écoute, puis c'est pas pour dénigrer parce que ma sœur adore la Formule 1 aussi. Elle porte attention à ça, puis tu sais, elle voit bien, elle a des bonnes connaissances de ça, mais c'est une des premières choses qu'elle me dit c'est quand elle a vu ça avant même la reprise. Elle se dit, c'est quoi
ou qu'il pensait passer sa voiture, lui. Puis c'est exactement ça que je me demande. J'avais hâte de voir la reprise. Il y a peut-être de quoi que j'ai pas vu à la première vue. Là. Ça se passe quand même. Mais même après ça, quand tu vois la reprise, c'est pire. Tu vois, il y a rien. Il y avait aucune Non. chance de passer sa McLaren là, là. Et même Non, une F1 Academy passait pas. non, non, c'est un trou de souris où que Norris n'avait tout simplement pas d'espace. Et tu mentionnais ce qui est arrivé. Et moi, j'étais en famille et tout le monde c'est comme levé. Et on partit un peu à crier. Et moi, j'ai juste hoché la tête de gauche à droite en voulant dire non, c'est pas possible. Ah, c'est pas C'est possible, ah c'est non. pas possible. Dans une lutte au championnat, Martin, où là, tu fais face à ton coéquipier et là, tu imagines tu t'accroches avec ton coéquipier, tu fais perdre des points. Tu fais perdre des points à ton écurie. Il aurait pu carrément bousiller la course de son coéquipier. Ah oui. Ça aurait pu être encore pire que ça. Heureusement, il n'y en est rien, il n'y a rien arrivé à Oscar Piastri. Mais au moins, Norris l'a mis. Il a dit, c'est ma faute, j'ai fait une bêtise, je suis désolé. Au moins, au moins, il s'est Ah, ben, excusé. il y avait pas d'autre. C'était inexplicable, c'était inexcusable. Tu peux pas. Il y a aucune façon. Tu sais, c'était pas la faute à Piastri. C'était la faute à. Mhm, Il y a pas d'espace. Tu cherches. À droite, il y en avait de l'espace. Je sais pas pourquoi il a décidé d'aller à gauche. Parce qu'il y avait rien. mhm. C'est Non, vraiment. ouais. C'est vraiment été un. Ça me rappelle, bizarrement, il y a deux McLaren qui se sont accrochés au même endroit. C'était en 2011. Par contre, sous condition de pluie, c'était Button et Hamilton qui s'étaient accrochés Oui. pratiquement au même endroit. Et là, on se retrouve en 2025. Les deux coéquipiers McLaren s'accrochent à nouveau. Donc, J'ai pensé à la même chose quand j'ai vu ça. ouais, Moi, j'étais assis dans ces estrades-là en 2011. Ça s'est passé pratiquement devant moi. Puis c'est ouais. la même chose, sauf que, comme tu dis, il y avait des conditions où on voyait pas vraiment ce qui se passait devant. Il y avait tellement d'eau, là. C'est la course la plus longue de l'histoire, Mhm, 2011, là, pour ouais. les gens qui s'en rappellent pas. Ceux qui étaient là s'en rappellent, là, parce que Mhm, c'était interminable. Mais 2011, c'est ça. La visibilité était réduite. Là, c'était pas le cas du tout. Là. La visibilité était là. Là. mhm. En Effectivement. tout cas, très dur à expliquer. Il va s'en vouloir longtemps, Lando Norris. Je trouve qu'il a bien pris ça. Là. Il a pris ses responsabilités, puis il avait l'air pas trop démoli, mais j'ai hâte de voir dans la prochaine semaine. Parce que présentement, on pourrait faire une vidéo d'à peu près 2 minutes et demie, peut-être voire même 5 minutes de les raisons pourquoi Lando Norris ne sera pas champion du monde en 2025. Puis il reste encore plus de la moitié de la saison à compléter. Mais Mhm, il y a trop de situations comme ça où ce qu'on peut se dire, ah, ça c'est le point. Il semble qu'on le répète à tous les épisodes. Ça c'est le point où il sera peut-être pas champion. Ça c'est le point mhm, où il sera peut-être pas. Mais ça exactement aujourd'hui c'est peut-être le point pourquoi il sera pas champion. Hein. Ça n'a pas de bon sens à faire ça. Puis en plus, il a passé à un doigt de complètement corriger l'erreur de Max Verstappen et Red Bull en Espagne. Parce que là, si tu sors les deux McLaren, on recommence tout là. Le championnat est de mhm. retour, puis Ouais. Verstappen est de retour avec de l'espoir. Tu redonnes l'espoir à Red Bull. Je pense pas, je suis pas en train de dire que Red Bull a abandonné, mais tu comprends ce que je veux dire dans le côté psychologique. Tu les ramènes dans la course. Tu n'as pas besoin d'avoir un Max Verstappen dans la course jusqu'à la fin, là. Le plus vite que tu peux l'éliminer, le sortir de là, puis que Red Bull commence à se concentrer à 2026, puis te fout la paix de dire, OK, prends le championnat des constructeurs, tu l'as déjà de toute façon, puis prenez celui des pilotes. Ça, je pense que Piastri, c'est un peu ce qu'il vise, là, le plus vite possible, qu'il peut arrêter d'avoir un Verstappen derrière lui, puis de vraiment se concentrer en compétition simplement avec Lando Norris. C'est le meilleur des scénarios, mais là, Lando, lui, il s'est sorti de la course lui-même aujourd'hui. Et Martin, Oui, l'écart entre Piastri et Norris est maintenant plus grand que l'écart entre Norris et Verstappen c'est ça. pour un point. Ouais, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Euh, en tout cas, j'ai écouté Andrea Stella après, puis tu sais à quel point c'est un bon gars, tranquille, Ouais. calme, mais tu pouvais le voir, il y avait comme une veine un peu plus grosse que d'habitude sur le côté de la tête, là. Ensuite, en tout cas, Piastri, on l'a dit, lui, finit juste devant le podium. Leclerc, quand même qui a bien récupéré son week-end, hein, Oui. Charles Leclerc, lorsque tu regardes ça, termine devant son coéquipier Lewis Hamilton. C'est pas facile pour Lewis. Tu réussis à partir devant Charles, mais Charles termine quand même devant toi. Du côté de McLaren aussi, je voulais souligner le fait qu'on avait décidé d'élancer Norris en gomme dure. Si on avait bien vu la situation, c'était la Mhm. stratégie à faire. Attendre que tous les autres vont rentrer, faire un arrêt au puits, profiter de l'air propre pour gagner du temps. C'était la bonne stratégie à faire. On a fait la même chose du côté de Ferrari, Charles Leclerc. Et Leclerc a remis en doute constamment ce qu'on lui proposait, hein, du côté de Ferrari. Il n'était pas Mhm. content. Puis ça montre encore que c'est pas le fun pour un pilote
C'est pas le fun pour Charles, ça l'était pas pour Carlos Sainz l'année passée, puis ça l'est certainement pas pour Lewis Hamilton. Lorsque tu n'as pas cette confiance-là envers les indications qu'on te donne, bien sûr, les gens qui sont sur les murs des puits, ton écurie, tes ingénieurs, ton département stratégique, ont plus d'informations que toi. Lorsqu'ils te disent quelque chose, tu es supposé leur faire confiance puisque avec tous les données qu'ils ont, sont capables d'avoir une vision plus réelle de où ce que tu te trouves présentement dans la course, quels sont les enjeux, qui sont tes adversaires. Mais constamment, Leclerc est obligé de remettre en question ce qu'on lui dit parce qu'il n'y a pas cette confiance-là. Et je le comprends, là. Moi non plus, j'ai pas confiance en leur plan A, plan B, plan C. J'ai toujours l'impression que c'est de l'improvisation, qu'on voit pas vraiment ce que les autres voient, ce que les autres écuries sont capables d'apercevoir ou de tirer comme conclusion. Et on l'a vu tout au long de l'épreuve. Leclerc voulait bien remonter, voulait bien faire une bonne performance, mais tu as toujours ce tracas-là et tu n'es pas dédié à 100% à ta course puisque tu fais aussi tu pivotes un peu le département stratégique aussi. Oui. Et c'est ça, j'ai remarqué la même chose que toi, Martin. Et en plus, c'est difficile pour le pilote de rester focus à 100% et pas, de ne pas faire d'erreur. Ben Parce non. qu'on sait, on s'entend, on est des pilotes professionnels. On reste focus la grande majorité du temps. Mais quand c'est rendu que tu vas contredire ton écurie constamment, ben là, tu te mets en doute. Mais là, après ça, tu mets en doute la décision stratégique, mais choisis bien comme il faut, parce que si tu as une pensée qui te vient à l'esprit quand tu es en plein virage, on sait, c'est des pilotes Ben professionnels, c'est oui, ben extrêmement oui. talentueux, mais ça peut arriver que, oh, un réflexe de trop, et là, on passe tout droit. Ah non, on vient de scraper notre course. On est arrivé, on a tiré tout droit dans le virage. On passe dans le gazon. Peu importe ce qui peut arriver, on peut bousiller notre course comme ça, tout simplement. Donc, faire confiance, oui, aux ingénieurs, c'est sûr, mais ça prouve avec le temps que même depuis toutes ces années que Charles Leclerc est là chez Ferrari, qu'il y a encore des doutes au niveau de la stratégie, à quel point la confiance n'est pas encore là en totalité. Ça me titille un peu là-dessus. Ah, mais il a tellement été échaudé. Elle a peut-être été là au début, la confiance, mais elle est plus là. Ouais. Puis on n'est pas nécessairement capable de la ramener. Puis j'ai envie de rajouter à ce que tu dis, Kevin. Oui, les pilotes sont de classe internationale. Leur niveau de concentration là, est surhumain, là. Sauf que chaque petit avantage que tu es capable d'aller chercher sur ton adversaire, c'est ça le jeu de la Formule 1, c'est ça le nerf de la guerre, c'est d'avoir un avantage sur ton adversaire. Mais si ton adversaire, lui, roule la tête tranquille, se concentre entièrement et dédié entièrement à sa course parce qu'il fait confiance à son mur des puits, fait confiance à son département stratégique, aux Mhm. informations que son ingénieur lui transmet, bien, c'est déjà un avantage. Parce que l'autre, il n'y a pas ce luxe-là. L'autre, il a le luxe de dire, ah là, il me dit que c'est plan B, mais moi, je pense que c'est C, mais pourquoi tu me dis ça? Puis là, finalement, il fait confiance, il arrête, mais en sortant, il est encore en dit, ben là, moi, je voulais faire C, je comprends pas que tu m'as pas laissé sur mes pneus. C'est Mhm. toute Ouais. de l'énergie qui est mal focusée. C'est du gaspillage d'énergie. Et OK, on termine quand même cinquième, là. On commencera pas à virer fou, là. Il y a eu des pires week-ends que ça, sauf que c'est toujours se demander qu'est-ce qui aurait pu arriver si on était 100% dédié à ce que les informations sont mises. Il faut ramener cette confiance-là. Lewis Hamilton, là, lui, pour lui, c'est nouveau, là, mais il a pas construit de confiance avec Ricardo Adami. Puis là, il se ramasse sixième après une course où c'est ça, il était encore une fois, j'ai pas trouvé grand-chose de Lewis Hamilton. Peut-être que j'ai manqué quelque chose à quelque part. Il y a eu des dommages sur sa voiture, là, ça, faut quand même Mhm. l'avouer, là, s'il a perdu énormément de points d'aérodynamisme, là, ça, c'est grave. Comment il les a perdus? Est-ce que tu l'as vu, toi? Est-ce que tu as compris ce qui est arrivé? Comment il a perdu ses... Moi, ça m'a échappé, là. Il aurait frappé une marmotte. Ah non, pauvre marmotte. OK. C'est ce que j'ai lu, c'est ce qui a été discuté. OK. Euh, Écoute, Ben, à Montréal, ça malheureusement, se peut. oui, c'est déjà arrivé par le passé et malheureusement, on va dire, ils sont dans leur habitat naturel, hein, c'est un Mhm. parc, le parc Jean-Drapeau, hein, donc eux autres sont là à longueur d'année, hein, donc eux autres, c'est leur territoire et c'est ça, les Formule 1, lorsqu'elles roulent, ils sont pas à l'abri qu'il y en a une qui décide de passer sur le circuit et semblerait-il que malheureusement, Lewis Hamilton a percuté une marmotte et c'est ça qui lui a fait coûter beaucoup de points d'appui aérodynamique sur OK. sa voiture. Ben ça, je suis content que tu laisses cette information-là, même si elle n'est pas nécessairement confirmée, mais c'est
définitivement plausible parce que il y en a des marmottes, comme tu dis, habitat naturel. Eux, du jour au lendemain, ils voient des gradins commencer à se construire. OK, il va se passer quelque chose ici. Puis d'un coup, il y a 100 000 personnes qui sont là, puis il y a des voitures qui roulent à tout à l'heure, il y a du bruit et tout. Fait que c'est vrai que on est vraiment, on les déstabilise un peu de leur élément. Donc, ils cherchent un peu de quiétude, cherchent à retrouver, justement, à se sauver un peu des gens. Puis là, finalement, ils se retrouvent, des fois, ils prennent la mauvaise direction, ils se retrouvent sur le circuit, malgré tous les efforts qu'on fait du côté du comité organisateur pour les empêcher de trouver chemin sur la piste. Mais ils sont quand même assez, ils ont beaucoup de créativité, ces marmottes-là, là. Ils trouvent des façons de se rendre là. Ensuite, Fernando Alonso, septième, des points importants pour Aston Martin, une belle performance de Fernando Alonso encore. Il savait il avait des positions à défendre. Il l'a très bien fait. Encore là, Ouais. Alonso, je pense pas que la Aston Martin c'est une voiture de septième place. On va donner tout le crédit à Fernando. Bien sûr qu'il y a eu des améliorations du côté de l'équipe verte. Peut-être que les petites heures de dîner avec Adrian Newey nous ont aidé à éclaircir quelques problèmes, mais j'ai pas l'impression, là, tu sais, je dis pas qu'elle est aussi pire qu'en début d'année, mais j'ai l'impression que le facteur Alonso y est pour quelque chose. Tu me le dis si t'as pas la même perception, là, mais moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il donne un petit boni de position, là, le Fernando. Ah, le bon vieux Fernand est toujours aussi agréable à voir piloter. On a eu la chance de le voir. C'était pas durant le Grand Prix, mais on a eu la chance de le voir piloter, Martin, dans la séance d'essai libre qu'on a vu le vendredi et le samedi. Jamais un pas de travers. Non, Jamais un pas de travers. Pas rien. C'est fluide. C'est fluide, c'est précis, on dirait que c'est pratiquement de la magie qu'il fait ouais. Fernando Alonso. À l'âge, faut quand même le noter, il a rendu quand 43 même, ans. quand même. C'est quand même, on va dire, la discipline a beaucoup de jeunes pilotes, mais avec le temps, comme on dit, on perd un peu les réflexes. Il y a un épuisement qui se fait plus rapidement que les jeunes, mettons, de 24, 25 ans. Et ça, c'est normal. C'est très normal. Mais quand on voit la préparation physique que fait Fernando Alonso, si vous avez jamais vu sa préparation physique, c'est quelque chose, là. C'est vraiment un gars très en forme. Moi, je suis vraiment très impressionné par ce qu'il fait encore à son âge et à son talent brut, là, Fernando. C'est vraiment incroyable et c'est un luxe qu'est-ce que Aston Martin sont capables de recevoir de lui et il le prouve encore aujourd'hui avec sa belle septième place. Mais je mentionne souvent, pour une nouvelle écurie ou une écurie qui veut faire du développement, ce qu'Aston fait présentement, tu veux quelqu'un qui donne leur juste. Non seulement par ses commentaires, Fernando, on sait, hein, il va te le dire. Il mettra pas, il n'y a pas de gants blancs, lui, dans son arsenal. Il va te le dire, ce qui cloche. Ensuite, tu veux quelqu'un qui va te donner le pouls, qui va exactement te démontrer les performances de ton auto, que tu n'aies jamais à remettre en question pourquoi que mon pilote se classe dernier? C'est ma voiture ou c'est lui qui est pas bon, admettons? Ou c'est des pas bons, c'est peut-être trop grand comme qualificatif parce qu'être en Formule 1, ils ont tout un certain talent. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est lui qui me donne une mauvaise lecture des performances de ma voiture ou si c'est ma voiture qui est vraiment mauvaise comme ça? Un gars comme Fernando Alonso va te le donner à l'effet contraire, va t'en donner un peu plus que la réalité de ce que ta voiture est, comme Max Verstappen va faire chez Red Bull. Et et c'est ce qu'il fait présentement là. Il démontre à Aston Martin ce qu'ils ont vraiment entre les mains, que ça prend aussi. Tu peux pas demander mieux là. C'est encore là, c'est un coup de maître de Lawrence Stroll d'avoir été chercher un gars, même s'il a 43 ans. Et c'est l'envers de la médaille que je décris souvent. Lorsque tu vas aller comme une écurie comme Cadillac l'année prochaine, si tu vas emmener un gars comme Sergio Perez et dès les premiers instants de la saison, tu te retrouves au dernier rang. C'est très dur de savoir est-ce que c'est à cause que Perez a perdu la touche ou c'est à cause que ma voiture est pas compétitive. Mais avec Fernando, c'est ça. Quand que Fernando, c'est tout le contraire, je veux dire. Lorsque tu as un bon week-end, tu sais que Fernando te démontre les performances. Et lorsque tu as un week-end plus difficile, Fernando te démontre encore les performances de ta voiture. Tu peux toujours prendre une lecture qui est très proche de la réalité. Et ça, c'est ça. C'est un pilote exceptionnel. Un autre qui fait la même chose, là, c'est Nico Hülkenberg, qui s'est retrouvé, là, encore une fois, dans le top 10, dans une stack Sauber. Il devance son ancienne voiture, qui termine neuvième en Ocon. Très belle performance d'Esteban Ocon. Sauf que Hülkenberg, encore une fois, si on lui avait, ou si on m'avait dit, ou même si je t'avais dit, ah, inquiète-toi pas, Hülkenberg chez Stack, il va être capable de battre il va être en train de battre son ancienne voiture As là, l'année prochaine. Il va être capable de les devancer à quelques reprises. Tu m'aurais dit, t'es très optimiste, Martin.
Oui, ben, je dirais, Martin, est-ce que tu aurais consommé un peu trop d'alcool ou de substances Trop de ici? soleil! Mais oui, trop de soleil. Mais vraiment, Hülkenberg, encore une fois, super. Oui, c'est Super ça. performance, là. Encore un pilote qu'on a là juste, ben, c'est Hülkenberg. On le mentionne avec Alonso. Bah oui. Hülkenberg, un gars d'expérience, un gars qui sait, qui a fait tellement de passages dans différentes écuries, qui est capable de te dire quel point améliorer sur la voiture, qu'est-ce qui fonctionne pas, où tu dois développer, où tu dois dire non, on va pas dans cette direction-là, on doit aller là pour telle ou telle raison. Et on le voit avec qu'est-ce qu'il est capable de nous démontrer, Nico Hülkenberg. Et un autre pilote qui a fait une superbe course, ben c'est lui, juste en dessous, qui était dans son ancienne écurie, c'est Esteban Ocon. Vraiment une très belle performance du pilote français. Euh, Moi, j'ai envie de dire, Martin, j'ai probablement deux choix pour le pilote de la journée. Choix Hülkenberg ou Ocon. Puis je te dirais peut-être même, je rajouterais mon trio avec Carlos Sainz qui a terminé 10e. Écoute, je vais te laisser choisir parce que on a le pilote du jour. Tu peux prendre le Ouais, pilote que tu veux. Mais on a aussi ouais. le pilote des cœurs. Pilote des cœurs, comme l'entreprise des cœurs incorporée, qui construit des escaliers, qui aide donc Mhm. des Québécois, des milliers de Québécois, à atteindre d'autres niveaux. Mais là, c'est pour ça qu'on décerne après tous les week-ends de course, le titre du pilote des cœurs. Je te laisse donner cet honneur-là, là, cette semaine, parce qu'il y a plusieurs candidats. Tu Mhm. sais, on le sait, là, George Russell, pour moi, a été le pilote de la journée, il a fait un sans faute. Après ça, on a Kimi Antonelli à son premier podium. On sait qu'il est quand même qui est talentueux. Mais lorsqu'on regarde justement des Alonso, Hülkenberg, Ocon, on a quand même monté notre niveau de jeu, ou même Carlos Sainz pour tomber là. Il y a plusieurs candidats, donc c'est pour ça que je te laisse trancher, Kevin. Ah là là. Écoute, pour avoir parti d'aussi loin et réussir à aller chercher un petit point, j'irai avec Carlos Sainz. Carlos Sainz, ouais. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis le pilote de la journée, pour moi, ben, j'y vais avec George Russell. Tu peux choisir quelqu'un d'autre, bien sûr. Je vais pour George pour le sans faute quand même. Il l'a très, très bien fait. Ouais, Ouais. ouais, c'est un très bon choix. Très bon choix. Bon. Ensuite, Carlos Sainz, on l'a dit, tu le disais, 10e. Berman, 11e. C'est un autre, je trouve, qui fait bien. Pas toujours les points, les résultats qui vont avec, mais je l'aime Mhm, bien, Oliver Berman. Tu as eu la chance de le voir de près. Tu nous en parlais en début d'épisode aussi, à quel point il est agressif. C'est définitivement un talent à suivre. Est-ce qu'il va être un champion du monde un jour? C'est encore très tôt pour le dire. J'imagine peut-être que non, mais on sait jamais. Mais il est définitivement un gars qui a sa place en F1 et c'est définitivement un pilote avec qui on aurait envie de travailler pour le développer, là. Ferrari le fait très, très bien. On va vouloir le mhm, protéger avec Lewis Hamilton, qui ne donne pas nécessairement les résultats escomptés. Est-ce qu'on pourrait pas être tenté même d'emmener Burman sans le précipiter, mais c'est quelque chose qu'on va définitivement regarder. Je dis pas à la fin de cette saison, mais probablement à la fin de 2026 avec la fameuse année d'option dans le contrat d'Hamilton. Là. Ça va être intéressant de voir le cheminement du pilote britannique Oliver Burman, de voir ce qu'on est rendu si on peut pas lui donner une petite promotion, un peu à ce qu'on avait fait avec Charles Leclerc dans le temps, où il avait quand même mhm. apporté quand même assez tôt, là. Ensuite, Ouais. Yuki Tsunoda, 12e. Bien, Tsunoda, on le disait, là, retrouver ses améliorations. On a aussi fait des configurations à la voiture. Pour un gars qui partait d'aussi loin, remonter 12e, il faut quand même lui donner ce qui revient, mais sauf que t'avais pas d'affaire à partir aussi loin que le Red Bull. Donc, c'est dur. Tu sais, c'est un peu comme le monde disait de Sergio Perez. Oh, Perez, il est bon le dimanche, il remonte. Ouais, mais il répare ses erreurs. C'est lui qui se cause des propres malheurs. Donc, mais en tout cas, quand même, félicitations à Tsunoda là, d'avoir quand même remonté. Franco Colapinto, félicitations de ne pas avoir accroché les murs et d'avoir terminé 13e. J'imagine que c'est une position respectable. Il se devait de faire de quoi de bien puisque ça n'allait pas il y a beaucoup de pression, là, autant du côté Mhm. de Ouais. Flavio et tout ça. Puis on le sait, là, Alpine, on aurait pu le congédier 5 minutes après le départ. Ah oui. Alpine, on attend même pas la fin d'une épreuve. On aurait pu le congédier en pleine course. En tout cas, ça pour dire Gabriel Bortoletto, 14e, Mhm. 15e pour Pierre Gasly. Un week-end à oublier de son côté. Isaac Hadjar, 16e, malheureusement, la pénalité. Il était dans les jambes, Hadjar, tout au long du week-end. C'est ce qu'on Ouais. peut qualifier. Et 17e pour Stroll, bah, c'est ça. On sait pas où on s'en va avec ça. 18e pour Norris. Lawson qui n'a pas terminé, Albon n'a pas terminé, Brie moteur, ce que je craignais que les moteurs Mercedes n'allaient pas résister.
Petit sujet rapidement, parce qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps, Kevin. Juste te dire Mhm. qu'on va en parler plus jeudi, vendredi plutôt, pour nos auditeurs. Mais l'effet de terminer une course avec une voiture de sécurité, moi, c'est quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose Mhm. qu'on n'a jamais réglé, malgré 2021, puis toutes ces situations-là, de qu'est-ce qu'on fait, vraiment les procédures à fin d'épreuve. On relance-tu la course, on relance pas la course. Il y a encore beaucoup, beaucoup de zones grises autour de ça, je trouve. Ou il devrait peut-être en avoir plus, je veux dire, dans le fond, c'est trop clair le règlement de dire, oh, on finit avec la voiture de sécurité, peu importe le nombre de tours. On a déjà eu des conversations avec notre collaborateur François Goulet, d'y aller un peu avec le NASCAR, de dire, peu importe ce qui arrive, tu ne peux pas finir une course, une épreuve sous une neutralisation ou une voiture de sécurité. Tu dois compléter au moins un autre 2 tours. Je trouve que ça aurait été logique et que les partisans sur place méritaient d'avoir 2 tours de course en fin d'épreuve. Peut-être que tu es contre ça, mais c'est quelque chose qu'on va se pencher, là, qu'on va discuter vendredi, parce que je pense que ça retient encore l'attention. Et malheureusement, c'est seulement lorsque ça arrive que là, on en discute. Mais c'est quelque chose que la Formule 1 devra régler. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Kevin? Euh, oui, moi, je suis d'avis d'essayer. Je suis d'avis Mhm. d'essayer de laisser la chance au coureur, comme on dit. Euh, s- je me dis, si on ne l'essaye pas, ben, on peut pas savoir. Non. Donc, moi, je suis d'avis à dire, laissons la chance. On peut essayer de voir qu'est-ce que ça fait. Euh, Si ça nous donne des fins de course spectaculaires et remplies d'action, et là, le public en redemande, ben, tant mieux. Ben Tant mieux. C'est surtout, sûr que c'est dommage de finir sur un drapeau jaune, mais j'ai tellement été habitué dans l'histoire de voir des courses se terminer sur un drapeau jaune que je me dis, bon, ben, c'est comme ça. C'est l'histoire de la ouais. vie et c'est tout. Mais advienne que pourra, mais je suis pas fermé à l'idée, pas du tout. Ben moi, je suis d'accord avec toi. Le règlement, c'est ça. Puis tant aussi longtemps que c'est écrit comme ça, on y va de Mhm. même. Ça, je suis d'accord. Sauf que je me dis, gars, le beau public, c'est pas juste parce que t'es à Montréal, mais pourquoi tu finis comme ça? Finit un peu en queue de poisson. Tu sais, je Mhm. trouve que tu Ouais. devrais donner, c'est écrit noir sur blanc, c'est 2 tours après lorsque tu relances. Surtout lorsque c'est faisable. S'il pleut, c'est un déluge, c'est dangereux pour tout le monde. Je comprends ça que tu termines ça comme ça. Mais là, il Mhm. n'y a pas de la sécurité de personne en jeu, là. Écoute, Kevin, c'est tout le temps qu'on avait pour ce Mhm. week-end de course à Montréal. Merci encore une fois d'avoir été là. Plaisir. J'apprécie toujours nos belles discussions qu'on a avec ça. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est qu'on a apprécié notre week-end de course, on a eu du plaisir, puis ça, c'est très important. J'imagine que c'est pareil pour nos auditeurs. Donc, une excellente semaine à toi. On se reparle pour le Grand Prix qui va avoir lieu du côté du Red Bull Ring. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 16 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain avec notre formule entre deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, et à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.